La fête des bateaux dragons tombe le 5e jour du 5e mois du calendrier lunaire. Avec les fêtes du printemps, de Qingming et de la Lune, c'est l'une des 4 grandes fêtes traditionnelles en Chine. Datant de la fin de la dynastie des Zhou, elle a plus de 2000 ans d'histoire. En raison du grand nombre de légendes et d'ethnies qui la célèbrent, il existe beaucoup de coutumes différentes pour la fête des bateaux dragons. Il y a notamment les courses de bateaux dragons, la consommation de zongzi, ainsi que la suspension de branches d'armoise aux portes d'entrée et le port de sachets de parfum. Parmi celles-ci, la coutume de manger des zongzi est la plus répandue. Tout comme les gâteaux de lune pour la fête de la mi-automne et les boulettes de riz glutineux pour la fête des lanternes, toutes les familles ont l'habitude de manger des zongzi lors de la fête des bateaux dragons, que ce soit dans le sud ou dans le nord. C'est pourquoi l'événement est également connu sous le nom de fête des zongzi. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un nouvel épisode de Secret Chef. Je vous emmène tout de suite dans un petit magasin populaire spécialisé dans la vente de zongzi. Fabriqué sur place, ce snack typiquement chinois se décline en une dizaine de variétés de saveurs. Donc sucré ou salé, végétarien ou à la viande, il y en a pour tous les goûts. Allez, c'est parti pour une nouvelle découverte des zongzi. Bonjour. Bonjour. Combien de saveurs de zongzi avez-vous au total? Nous en avons 6. Au porc, au jaune d'œuf de canne salée, aux châtaignes, au jujube confit, à la purée de haricots et au jujube. Et combien en vendez-vous par jour? Environ 1500. Wow, c'est beaucoup. Est-ce qu'ils sont tous emballés sur place? Oui, ils sont préparés devant la clientèle. Et quelles zongzi sont les plus populaires? Ceux au porc ainsi que ceux au jaune d'œuf de canne salée. Je peux en goûter un au porc? Oui. Merci. Revenez si ça vous plaît. Bien sûr. L'odeur est alléchante. Faut d'abord le détacher. C'est long. Ensuite, voilà. C'est encore chaud. La texture est ferme, mais c'est pas compact. Il y a un goût corsé de viande, rehaussé d'une fraîcheur végétale grâce aux feuilles de bambou. On peut sentir tous les arômes dans la bouche. C'est délicieux et rassasiant. C'est tellement riche qu'on a l'impression de manger du riz frit au porc. Le gras du porc a fondu dans le riz. C'est super bon. Je trouve le zongzi au porc délicieux. Vous venez de dire que tous les zongzi sont faits sous nos yeux. Donc je peux apprendre à les envelopper? Oui, entrez. Merci. Parmi tous ces ingrédients, les plus attirants sont sans aucun doute ces gros morceaux de porc entrelardés. Voyons ça. On les met en entier dans des zongzi? Oui. Pas besoin de couper. Non. Pas étonnant qu'un zongzi soit si bon. Il y a un gros morceau de porc entrelaqué dedans. Bien, pouvez-vous m'apprendre à faire un zongzi? D'accord. On prend une feuille. Je suis curieuse de savoir de quelle plante elle vient. Ce sont des feuilles de bambou. Ah bon? Oui, son odeur est fraîche. Ouais, On a besoin de 3 feuilles pour faire un zongzi. Regardez. je vois. Ça permet d'avoir une plus grande largeur, parce que les zongzi de notre magasin sont gros. Cette feuille se place comme ça. C'est pour rallonger. Ok. On pince à 1/3 de la longueur. Puis on retourne. D'accord. Bien. Puis on plie. Ok. La main presse ici. D'accord. Mais où faut-il presser? Regardez, on tient les feuilles comme ça, puis on presse ici. Ok. Pincez bien pour qu'elles s'assemblent, ne les laissez pas se déplier.
Cette main devient un support. On place ce coin entre l'index et le majeur. Bien, très bien. C'est délicat. Ok, et ensuite? On met d'abord un peu de riz. Quelle sorte de riz? C'est du riz gluant de Tangshan. D'accord, la ville de Tangshan est connue pour être le grenier de l'est de la province du Hebei. Son riz est très réputé. Comment est-il préparé? On l'assaisonne avec de l'essence de poulet, du sel et de la sauce soja épaisse. Puis on laisse mariner? Oui, D'accord. J'en ai mis assez? oui. Maintenant, on prend un morceau de viande. Un morceau de porc entier. Oui, tout à fait. Comment ce porc entrelarté a-t-il été préparé? Au préalable, on l'a mariné dans de la sauce soja épaisse, de l'essence de poulet et du sel. Ce sont des assaisonnements ordinaires. Et ensuite? Encore du riz. Ok, ça a l'air d'aller. Pour l'instant, c'est pas trop difficile. On recouvre et on presse comme ça pour que le riz soit un peu plus dense. On rabat ce côté, puis l'autre. Regardez comme je fais, avec le pouce. Comment s'appelle cette forme? Certains l'appellent le zongzi à 4 coins, d'autres le zongzi en forme d'oreiller. Ça ressemble beaucoup à un oreiller. Oui, Y a-t-il d'autres formes? oui, il y a encore la forme triangulaire. Dans le sud, on fait surtout des zongzi à 4 coins, qui sont plus gros. C'est d'ailleurs la forme qu'on donne aux nôtres. Outre les onzes au porc, aux jaunes d'œufs salés et aux jujubes que je connais le mieux, quelles sont les autres garnitures que l'on peut trouver? Il y a par exemple les zongzi épicés du Sichuan, ceux aux légumes marinés du Guizhou, ainsi que les zongzi frais au miel du Shanxi. Tous sont spéciaux. Le goût des onzes est étroitement lié à la culture culinaire locale. Tout à fait. Ensuite, on rabat. Oui. Après, on ficelle le zongzi. On appuie sur la ficelle avec le pouce pour éviter que du riz ne sorte. Il faut serrer peu fort pour les premiers tours. Ensuite, on enroule en descendant en serrant moins fort. Il faut une force modérée. La ficelle ne doit pas être trop lâche non plus. Sinon, le zongzi se désagrégerait. Le riz n'aura pas un bon goût et ne serait pas consistant en bouche. D'accord. D'où vient la recette que nous suivons? C'est le goût de jiaxing, mais c'est une recette secrète créée par nous-mêmes. Je vois. Pas étonnant que ce soit si délicieux. Les onzes au porc de Jiaxing sont très célèbres. Oui, c'est fini. C'est très bien. Non, c'est très moche et j'ai pas l'impression que ça va résister aux cuissons. Oui, ça va. Je vous coupe la ficelle. On la fait passer par-dessus et on serre bien. C'est bon? Oui, Et c'est tout? c'est déjà très bien. Comparons. Votre zongzi est très soigné et le ficelage est régulier. Quant au mien, c'est un peu la pagaille. Faire un zongzi, c'est vraiment difficile, surtout ceux à 4 coins. Bien, on va ensuite les cuire. Oui, il faut les laisser mijoter à feu doux pendant 6 heures. 6 heures? Oui, Donc vous venez très tôt le matin. oui, très tôt. Sinon, on n'aurait pas le temps de préparer. C'est vraiment dur. Nous avons aussi un autre zongzi qui a un fort taux de réachat, c'est celui au jaune d'œuf et au porc. Ces jaunes d'œufs de canne salée ont l'air très savoureux et tendants. Regardons ensemble. Le jaune est maintenant bien dur. On peut le manger directement? Non, il est cru. Oh, je vois. Vous pouvez presser, c'est dur, non? En effet. Oui, il est devenu translucide. Ces œufs de canne ont mariné pendant 2 mois, ce qui a fait sortir tous les lipides du jaune. On prépare encore un zongzi? D'accord. Voilà mon deuxième zongzi d'aujourd'hui. Ça a l'air un peu plus... C'est ici, non? Dans notre magasin, le zongzi au jujube confit se vend très bien aussi. Goûtez-y. Bon, je connais très bien les ondes sucrées. C'est parfumé, mielleux et glutineux. Et c'est très agréable à mâcher car c'est doux et c'est presque fondant. Super bon.
Merci de m'avoir appris à faire des donzu et de m'en avoir fait goûter. Merci. Je vous en prie. En tout cas, tout ce que j'ai testé est délicieux. Qu'il soit sucré ou salé, le donzu est pour moi un aliment irrésistible. Il existe aussi des variétés originales, voire un peu bizarres. Par exemple, le donzu au durian ou au chocolat. Je vous invite à l'écouter à l'approche de la fête des bateaux dragons. L'immense territoire de la Chine et les grosses différences entre le nord et le sud ont donné lieu également aux coutumes variées pour les célébrations de la fête des bateaux dragons. Dans certaines régions chinoises, à Beijing par exemple, il est de tradition de manger les gâteaux aux 5 poisons. Oui, le nom fait un peu peur, mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas se faire empoisonner ni manger des bestioles. Alors que signifie ce terme de 5 poisons? Réponse dans une nouvelle boutique de l'enseigne Daxiangcun. Les gâteaux aux 5 poisons ne sont pas remplis de substances toxiques. Il s'agit en fait d'une sorte de gâteau rond spécialement conçu pour la fête des bateaux dragons. Dessus sont représentés des motifs évoquant les 5 poisons, serpents, scorpions, mille-pattes, geckos, crapauds. Ils sont fourrés de différentes préparations. Manger ce gâteau, c'est symboliquement manger les 5 poisons afin qu'ils soient éliminés et ne puissent plus intoxiquer les gens. La fabrication du gâteau aux 5 poisons permet aussi aux enfants de bien connaître les 5 insectes venimeux qui commencent à apparaître en cette saison. Vous achetez des gâteaux aux 5 poisons tous les ans? C'est la première fois que j'achète ces gâteaux. C'est pour offrir à un ami. Connaissez-vous la signification de ces gâteaux? Ils ont des vertus d'antidote. C'est une friandise typique de la fête des bateaux dragons. Et parmi les 5, lequel est le meilleur? C'est le vert avec un motif évoquant le crapaud. Savez-vous pourquoi on mange des gâteaux aux 5 poisons pour la fête? C'est une tradition. J'en mangeais quand j'étais petite. Dans le sud de la Chine, les gâteaux aux 5 poisons portent bonheur. Un dicton populaire dit qu'on combat le mal par le mal. Quel goût est le meilleur selon vous? J'aime le gâteau aux jujubes et aux graines de lotus. C'est un goût traditionnel. Je suis en compagnie du responsable de la pâtisserie. Interrogeons-le sur les gâteaux aux 5 poisons. Ceux de votre établissement sont vraiment jolis, ils se vendent bien. Oui, les ventes sont très bonnes. Les insectes vénéneux prolifèrent lors de la fête des bateaux dragons. Selon la tradition, c'est le moment de prendre les gâteaux aux 5 poisons. C'est pour présenter ses vœux de bonne santé et de bonheur. On en vend plus de 1000 par jour dans notre magasin. C'est vraiment beaucoup. Les farces et la méthode de préparation sont-elles différentes des autres gâteaux? Les farces des gâteaux aux 5 poisons sont plus délicates et innovantes. Avant la cuisson, on appose les motifs sur la croûte. Quelles sont les farces des gâteaux aux 5 poisons? Les farces sont faites à base de noix de coco, de fromage, de pignons, de durian, etc. Chaque couleur indique une saveur différente. Comment vous est venue l'idée de produire cette pâtisserie? Les farces sont nouvelles et originales. Elles correspondent davantage au goût des clients. Ces gâteaux sont produits seulement pour la fête des bateaux dragons. Leurs goûts sont uniques. Cela correspond donc aux besoins de la fête. Il existe plusieurs versions comme celle-ci où le gâteau de style traditionnel est fait sur place. Il y a une autre version plutôt mignonne et moderne avec un packaging plus adapté pour offrir. Moi, je vais en déguster quelques-uns de style traditionnel. J'espère qu'ils sont encore chauds. Alors, je commence avec un gâteau au scorpion. C'est fourré principalement de la purée au jujube avec une note légèrement sucrée, légèrement acide de yaourt. Et puis vous voyez, la pâte est croustillante, feuilletée, mais l'ensemble ça reste mou quoi. C'est bon. Je pense qu'avec une tasse de thé, ça fera un bon goûter de l'après-midi. Dans les provinces orientales du Jiangsu et du Zhejiang, on a l'habitude de manger les 5 jaunes pour célébrer la fête des bateaux dragons.
Il s'agit du concombre, huanggua, de l'anguille asiatique des marais, huangshan, de la Sienne, huangyu, du jaune d'œuf salé de Cannes, xiaodanhuang, et du vin de Realgar, xionghuangjiu. Le caractère chinois huang signifie littéralement couleur jaune, tout ce terme de 5 jaunes. Parmi ces 5 aliments, l'anguille est évidemment le plus difficile à cuisiner. Mais avec Secret de Chef, vous allez apprendre les bonnes techniques pour l'apprêter. Nous sommes venus dans le restaurant Tongchun Yuan, réputé pour sa cuisine de style de Jiangsu, accommodant des produits frais de rivière. Selon des recommandations sur Internet, leurs plats sont frais, légers et au goût naturel des ingrédients. Eh bien, devant nous, il y a 2 plats à passe d'anguille. Demande-t-on d'abord au chef de nous présenter les noms de ces 2 plats. L'un est le sauté d'anguille des marais et l'autre le croustillant d'anguille des marais de Liangxi ou rocher d'anguille. Alors, dans la cuisine traditionnelle chinoise, y a-t-il d'autres plats d'anguille célèbres? Dans le passé, on avait le banquet d'anguille dans le Jiangsu. Il ne pouvait pas comporter seulement ces quelques plats. On dit qu'il y en avait 108 en comptant les hors-d'œuvre, les plats chauds et les soupes. Avec l'amélioration du niveau de vie, les habitudes ont changé. Dans le passé, on pouvait accepter que tous les plats du banquet soient à base d'anguille. Ce n'était pas équilibré. Non, alors ça a disparu petit à petit, sont restés ces plats qui sont des classiques. En effet, il en reste pas mal. Oui. Comme le sauté d'anguille des marais devant nous. Ce plat se vend depuis les débuts de notre restaurant. Dans le nord de la Chine, les gens peuvent être réticents quand on leur sert dans l'anguille des marais parce qu'elle ressemble un peu à un serpent. C'est un peu effrayant. Comme ils ont peur des serpents, ils ne mangent pas de cette espèce. Dans le sud, on la braise. On ajoute les assaisonnements, on fait cuire un certain temps, ensuite on fait épaissir un peu. On dispose sur un plat et on fait un puits. On saupoudre de poivre, on met de l'ail avant de verser de l'huile de sésame bouillante. En fait, pourquoi utilise-t-on du poivre dans le sud? C'est pour enlever l'odeur de poisson. Dans le nord, le goût est plus salé. Ouais, c'est ça. Voilà, on met du poivre, il faut relever le goût pour que ce soit bon. Nous avons donc fait quelques ajustements en termes de saveur. Grâce aux efforts conjoints de générations de chefs qui nous ont précédés depuis près de 100 ans, on a amélioré le goût, les moyens de cuisson et la présentation, puis formé nos propres caractéristiques. Ainsi, ce plat est très populaire parmi notre clientèle à Beijing. Bien sûr, l'ingrédient principal de ce plat est l'anguille des marais. Après les avoir ébouillantés, il faut découper la chair avant de cuire. Ensuite, on met dans de l'eau chaude pour faire sortir le sang. Après, on fait frire dans de l'huile. En général, il est difficile de débarrasser l'anguille des marais de son odeur. C'est la raison pour laquelle on les fait frire. Il faut bien contrôler la température de l'huile pour faire sortir le sang et l'odeur désagréable. Après le blanchiment et la friture, on prépare un bol de sauce. Il faut du vin jaune, du sel, du sucre, de l'amidon liquide, de la sauce soja et un peu d'eau. Une fois la sauce préparée, on fait sauter du poireau, du gingembre et de l'ail haché dans le wok pour faire ressortir les arômes. On saupoudre de poivre, puis on verse l'anguille des marais qu'on fait sauter avec des pousses de bambou d'hiver. On mélange bien, on ajoute ensuite la sauce. Quand cette dernière devient épaisse, on dresse sur un plat. Mettez un peu de gingembre et de coriandre. L'anguille des marais vit au fond de l'eau. Dans la boue, elle est de nature relativement froide. On dit que le gingembre dissipe le froid. La coriandre, quant à elle, détoxifie. Faites un puits, mettez de l'ail et enfin versez de l'huile de sésame bouillante dessus. Ce plat s'appelle anguille des marais à l'huile qui crépite à Suzhou, Kunshan et à Shanghai. Dans d'autres régions, on le désigne simplement sous le nom de sauté d'anguille. La chair est à la fois tendre et élastique. Ça s'accompagne très bien avec du riz. Surtout, on fait ressortir les arômes grâce à l'huile de sésame. C'est un plat célèbre. Il est succulent. Alors, goûtons. Je vous en prie. L'odeur est appétissante. Avant de manger, il faut bien mélanger pour obtenir une consistance homogène. On prend un peu de coriandre et de pousses de bambou, n'est-ce pas? Les filaments de gingembre sont très fins. Leur préparation demande-t-elle une maîtrise technique? En est-il de même pour les pousses de bambou? Concernant le gingembre, il faut en choisir du gros. Après épluchage, tranchez-le à l'horizontale. C'est difficile de le couper comme ça à la verticale, surtout chez soi.
coupé en tranches, puis en filaments. L'épaisseur des tranches détermine le résultat que l'on veut obtenir. En fonction de celle-ci, les filaments seront épais ou fins, plats ou carrés, comme des cure-dents ou des cheveux. Ainsi, tout se détermine dès la première découpe. Ça sent très bon. Il n'y a plus d'arêtes, donc on peut manger directement. L'assaisonnement donne beaucoup de saveurs. Il y a un goût fort prononcé de gingembre et d'ail. La texture est assez épaisse. Bien qu'on l'appelle anki, son goût n'a rien à voir avec l'anki qu'on mange dans les restaurants japonais. L'anki japonaise a une chair grasse, un goût fin et une texture moelleuse. Et l'anki asiatique des marais, quant à elle, a une chair ferme, un goût légèrement terreux et une texture un peu tenace. L'anki des marais ressemble beaucoup à l'anki japonaise. Quelle est la différence entre les deux? C'est facile de les distinguer. L'anguille japonaise a le dos noir et le ventre blanc, et l'anguille des marais a le ventre jaune. L'anguille des marais est petite et la japonaise grosse. Il existe aussi de nombreux plats d'anguille dans la cuisine chinoise. En fait, sa teneur en protéines est très élevée. Son seul inconvénient, c'est qu'elle contient beaucoup de graisse. L'anguille des marais en a peu et elle est riche en protéines. Pourquoi faut-il de l'anguille très fraîche pour la préparation? À cause de sa haute teneur en protéines. Après sa mort, elle produit de l'histamine qui peut provoquer des allergies. Comment bien choisir les anguilles des marais pour faire ce plat? Il y a beaucoup d'exigences. Autrefois, l'anguille des marais ne vivait peut-être qu'au sud du fleuve Yangtze. Maintenant, elle vit dans la plupart des régions de Chine. On en trouve dans les rizières. Là où il y a de l'eau et de la boue. Oui, c'est ça. Mais nous, on n'utilise que celles provenant des deux rives du fleuve Yangtze. Pourquoi? Parce que les anguilles de là-bas sont tendres. Elles ont de la mâche et une taille standard. Il y a aussi celle du nord-est. On l'appelle anguille d'eau froide, étant donné les températures là-bas. On doit porter des vêtements chauds quand il fait froid, n'est-ce pas? Donc sa peau est plus épaisse. Oui. Ainsi, l'anguille du nord-est a une peau plus épaisse et une chair plus ferme. Elle n'est donc pas savoureuse. Dans le Guizhou et le Yunnan, il y a aussi des anguilles. Il fait chaud et le cycle de croissance est plus court. Par conséquent, la chair est trop tendre. Elle n'a pas de mâche et ne croustille pas. Donc on ne peut pas non plus l'utiliser. Le choix de l'anguille se fait en fonction du plat. Par exemple, laquelle a-t-on pris pour le sauté d'aujourd'hui? De l'anguille des marais minces. Mince comme un pinceau. Du diamètre d'un pinceau, c'est tout à fait ça. Pour la friture ou le braisage, on doit choisir des anguilles plus grosses. Évitez cependant celles de trop gros calibre. Si vous en voyez au marché, n'en achetez pas. Elles sont trop vieilles. Oui, et pas bonnes. Donc il vaut mieux choisir celles de taille moyenne. Ok, parlons de l'autre plat. Comment s'appelle ce plat déjà? Rocher d'anguille. Dans le sud, on l'appelle croustillant d'anguille de Liangxi. À Beijing, on a fait quelques changements dans la cuisson et la présentation. Pour le dressage, on fait 2 petits monts et un pont au milieu. C'est pourquoi on a changé le nom en rocher d'anguille des marais. Quant à la méthode de cuisson, il y a des nuances avec la version originale. Donc des améliorations? Dans le sud, l'anguille n'est pas enrobée d'amidon. Pendant la friture, elle risque de brûler rapidement. On réserve ensuite dans de l'eau bouillante avant de refaire frire. On fait 3 fois l'opération. Ainsi, l'enveloppe de fécule simplifie le processus de cuisson. Donc on fait simplement sécher l'anguille des marais blanchie, on l'enrobe d'amidon, puis on fait frire pour la rendre plus croustillante. C'est plus agréable au goût. Donc c'est ça votre amélioration? Oui. Alors essayons ce croustillant d'anguille. Les filaments d'anguille sont croquants sous les dents. La texture est devenue croustillante. C'est pas du tout pareil que le plat d'avant. Et puis la sauce donne une saveur aigre douce qui est assez appétissante. Ce plat est sucré. Oui, sucré et salé.
et un arrière-goût acidulé. Oui, tout à fait. Merci au chef pour toutes ces explications détaillées. Nous avons appris beaucoup de choses aujourd'hui. Merci. De rien. En plus de manger de délicieux plats pour l'occasion, la fête des bateaux dragons consiste à participer à diverses activités traditionnelles, telles que la course de bateaux dragons, la suspension de branches d'armoise aux portes d'entrée, ou encore la coutume de porter de petits sachets parfumés en tissu appelés xiangnang. Restez avec nous dans Secret des Chefs pour tout savoir sur les sachets parfumés. Je me trouve dans un centre commercial de la rue de Wangfujing pour rencontrer un artisan qui va nous expliquer l'histoire et la fabrication des sachets parfumés. Bonjour. Bonjour. Beaucoup de gens viennent faire des sachets? Beaucoup, parce que c'est une fête traditionnelle en Chine. Mais pourquoi faut-il porter des sachets à cette occasion? L'aromathérapie existe depuis l'Antiquité. Il y a un dicton qui dit « Portez un sachet, vous n'aurez pas peur des 5 poisons ». Le sachet a également la fonction de prévenir les maladies. Et quelle est la différence entre les sachets chinois et les parfums français? Nos sachets traditionnels préviennent les maladies et leur fragrance dure plus longtemps que le parfum. C'est vrai? Combien de temps dure-t-elle? Environ 6 mois. Alors lequel est le plus populaire? Comme c'est la fête des bateaux dragons, les sachets insectifuges sont certainement les plus populaires. Pour faire des sachets, comment sélectionner les ingrédients? Je viens de faire une préparation. Qu'y a-t-il dedans? De la citronnelle, de la pérille aromatique, de l'armoise, de la menthe et diverses plantes de la pharmacopée chinoise. Alors comment fait-on un sachet? Utilisez d'abord cette petite meule en forme de bateau. On verse d'abord tous les ingrédients. Je vais tout broyer. Je peux essayer? Oui, bien sûr, venez. À mon tour. On pose bien les paumes sur le manche. On fléchit légèrement les bras. Oui. Ensuite, poussez à partir de la taille. Poussez fort. Oui. Oui. Très bien. Vous le faites très bien. C'est mieux qu'avant. Et il a du progrès. On y est presque. Il y a un petit morceau où vous allez le moudre. Et maintenant, on bourre la pochette avec la poudre. Serrez et faites un nœud. Comme ça? Oui. Quelle est la prochaine étape? On va choisir un sachet dans lequel on va mettre ça. D'accord. On choisit un sachet. Il y en a en forme de lapin que les enfants aiment. D'autres qu'on met dans les voitures pour se prémunir des accidents. Il y a aussi ceux en forme de zongzi pour la fête des bateaux dragons. Lequel préférez-vous? Celui-ci, c'est... C'est le sachet brodé des 5 poisons. Regardez, ils sont là tous les 5. Scorpion, mille pattes, serpent, crapaud et gecko. Et ça correspond bien à la fête des bateaux dragons. Tout à fait. On met dedans? Oui. Serrez le sachet. On peut l'accrocher dans sa voiture ou autour du cou. Directement au goût. Oui. Alors on sent le parfum où qu'on aille. Oui. Cette odeur est vraiment agréable. Allier un bon repas ainsi que des moments de compétition, d'unité, d'allégresse et de festivité, la fête des bateaux dragons ou Tuanwu est un moment très attendu durant la saison estivale. Tout comme il est coutume de dire « Gong Xi Fa Cai » à la fête du printemps, en ce moment-là, on doit se saluer « Tuanwu An Kang », c'est-à-dire « Soyez en bonne santé pour Tuanwu ». C'est ainsi que se termine cet épisode de Secret Chef. S'il y a d'autres plats, restaurants ou activités qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur nos comptes de réseaux sociaux. Je suis Emilia, à très vite sur CGTN Français.